Introduction. La nuit, les vieux bouquins sentent toujours un peu la poussière et la vérité qu'on n'a pas voulu dire. Moi, j'appelle ça des dossiers mal classés. Et ce soir, c'est un sacré carton qu'on rouvre. 1942. L'Europe est en miettes, les bombes tombent, et dans un coin de Londres, une petite dame qu'on surnommera plus tard la reine du crime aligne ses cartes comme un croupier du destin. Elle s'appelle Agatha Christie. Dans sa manche, elle planque une histoire qui n'est pas un simple meurtre au coin de la cheminée, mais une affaire glacée par 16 ans de silence. Un peintre célèbre, mort au soleil. Une femme condamnée, morte derrière les barreaux. Une fille qui veut laver le nom de sa mère. Et 5 témoins, 5 silhouettes bancales, comme les vers d'une comptine pour enfants. Ce petit cochon-ci est allé au marché. Hercule Poirot, le Belge à moustache, n'a plus qu'à tendre l'oreille aux fantômes. Et moi, je vous embarque dans ce dossier jauni au relent de poison et de regret. Épisode 10 de Chronique Noire. 5 petits cochons, on rouvre la boîte à souvenirs, et elle ne sent pas la rose. Repérage. On est en 1941. Londres vit au rythme des bombardements. Chaque nuit, le ciel s'ouvre, la ville se recroqueville dans les abris, et au petit matin on balaie les gravats pour que la vie ait l'air de continuer. Dans ce décor, Agatha Christie écrit. Pas dans le confort des salons victoriens, mais sous la menace des vitres qui tremblent à chaque détonation. Son mari, Max Mallowan, est loin. Archéologue en temps de paix, officier en Afrique du Nord pendant la guerre. Elle est seule à Londres, dans une maison de Hampstead. Et pour tromper l'angoisse, elle s'accroche à ce qu'elle connaît, l'encre et le papier. À côté de ça, elle donne un coup de main à l'effort de guerre. Elle bosse dans une pharmacie, ce qui lui rappelle son expérience de la Première Guerre. C'est là qu'elle se perfectionne dans l'art discret d'empoisonner ses personnages. Arsenic, strychnine, morphine, cyanure. Dans 5 petits cochons, elle choisit la conine, extraite de la grande ciguë. Un poison classique, presque philosophique. Socrate lui-même l'avait bu, cette coupe amère. Christie, elle, s'en sert pour envoyer un peintre au tapis. Voilà le décor de l'écriture. La guerre, le mari loin, la solitude. Et cette idée obsédante, une erreur judiciaire vieille de 16 ans. Le parcours éditorial. Le roman paraît d'abord aux États-Unis, en mai 1942, chez Dodd, Mead & Company. Sous un autre titre, Murder in Retrospect. Les Américains aiment que les choses soient claires, vendeuses. Meurtre en rétrospective, ça sonne tout de suite comme une enquête à froid, une curiosité irrésistible pour les lecteurs de l'autre côté de l'Atlantique. Il faudra attendre janvier 1943 pour que les Anglais le découvrent enfin, chez Collins Crime Club, sous le titre original Five Little Pigs. Pas par coquetterie, mais parce que le pays manquait de papier. Même les mots en temps de guerre étaient rationnés. Imaginez, vous avez une autrice au sommet de sa carrière, et vous devez retarder son livre parce qu'il n'y a pas assez de pages à imprimer. La guerre, ça se niche jusque dans les imprimeries. En France, il faudra patienter encore plus. La première traduction paraît en 1947 aux éditions du Masque, dans la fameuse collection à couverture jaune. Traduit par Michel Lehouby, le titre devient « 5 petits cochons », fidèle à la comptine qui structure le roman. Et depuis, chaque réédition française garde ce clin d'œil. Une comptine enfantine pour cacher une tragédie adulte. Christie dans ces années-là. Entre 1941 et 1943, Christie publie à un rythme d'enfer.
N or M, 1941, roman d'espionnage qui joue directement avec la guerre. Le cadavre dans la bibliothèque, 1942, retour à Miss Marple dans une intrigue plus cozy crime. 5 petits cochons, 1942-43, avec Poirot. La plume empoisonnée, The Moving Finger, 1943, autre enquête de Miss Marple, qui explore les lettres anonymes et le venin social. On dit souvent que Christie était une machine à intrigue. C'est vrai. Mais derrière la mécanique, on sent aussi le poids des temps. Dans 5 petits cochons, il n'y a pas la légèreté d'un cadavre dans la bibliothèque. Ici, tout est plus grave, plus amer, comme si l'époque avait déteint sur son écriture. Et Poirot? Eh bien, Poirot, en 1942, il est au sommet de sa carrière, mais aussi au bord de la saturation. Christie en a déjà écrit 13 avec lui depuis 1935. 13. Même les moustaches les plus cirées finissent par fatiguer. Certains disent qu'à ce moment-là, elle commençait à en avoir marre de son Belge méticuleux. Assez pour qu'en 1960, quand elle adapte ce roman au théâtre sous le titre Go Back for Murder, elle supprime purement et simplement Poirot de l'histoire. Mais ça, c'est une autre affaire. On y reviendra. Le choix de la comptine. Pourquoi une comptine pour enfants? Parce que Christie adore ces refrains populaires qui collent à la mémoire. 10 little niggers, rebaptisé And Then There Were None. 1, 2, Buckle My Shoe. Et ici, This Little Piggy. C'est un procédé qui fait frissonner. Un jeu d'enfant transformé en partition macabre. Dans 5 petits cochons, chaque suspect est un petit cochon. L'un va au marché, l'autre reste à la maison, le troisième mange du rôti de bœuf, et ainsi de suite. Poirot se sert de cette ritournelle comme d'un pense-bête, une façon ironique de classer ses suspects. Un détail qui paraît enfantin, mais qui fait toute la saveur sombre de ce roman. Voilà le repérage. Un pays en guerre, une autrice qui écrit sous les bombes, un détective qui commence à peser lourd dans ses mains. Un roman publié d'abord chez l'oncle Sam, retardé chez les Anglais, et qui finira par débarquer chez nous après-guerre, dans la collection jaune du Masque. Et surtout, un récit qui tranche par son ton. Moins de frivolité, plus de gravité. Le signe que même la reine des énigmes n'écrivait pas dans le vide, elle absorbait l'époque, et elle la recrachait dans ses pages. Filature. L'affaire, elle commence 16 ans plus tôt. Un décor paisible en surface, une maison de campagne au sud de l'Angleterre, la résidence des Krall. Un jardin en pente douce qui file jusqu'à la mer. Des rosiers, des chaises longues, une terrasse où l'on boit de la bière au soleil. Un décor de vacances. Mais vous savez ce que c'est? Sous les jolies fleurs, il y a toujours des racines pourries. Au centre, il y a Amyas Krall, peintre reconnu, passionné, brutal, un type qui n'aimait rien tant que modeler les femmes de sa vie avec ses pinceaux, avant de les jeter comme des tubes de couleur vide. Ce jour-là, il travaille à son chevalet. Devant lui, sa muse, Elsa Greer, jeune, blonde, insolente. Caroline, sa femme, observe de loin, crispée, une cigarette à la main. Quelques heures plus tard, Amyas Krall est mort. Un verre de bière empoisonné à la quinine. Le poison agit vite, tord le corps, arrête la respiration. Sur la terrasse ensoleillée, l'artiste s'effondre et c'est tout un monde qui bascule. La justice, elle, n'a pas traîné. Caroline Krall, accusée d'avoir voulu se débarrasser d'un mari volage, est condamnée. Les journaux se régalent. Femme jalouse tue son mari peintre. Ça fait vendre du papier. Caroline meurt en prison, laissant derrière elle une fille de 5 ans. Dossier clos. Jusqu'à ce que cette fille, Carla, devenue adulte, se pointe chez Poirot 16 ans plus tard.
Elle veut savoir. Pas une rumeur, pas un ragot, la vérité. Et Poirot accepte. Avec lui, on ne ressuscite pas les morts, mais on peut exhumer la justice. La galerie des petits cochons. 5 témoins. 5 récits de la même journée. 5 versions du drame. Et Poirot, fidèle à ses manies, les classe comme dans la comptine. This Little Piggy. Chacun devient un petit cochon, une caricature et une énigme à la fois. Philip Blake, le financier, l'ami d'Amias. Un cynique pur sucre, toujours habillé comme un tiroir-caisse, froid comme un relevé de compte. Son témoignage? Une rafale de critiques contre Caroline. Elle avait la jalousie dans le sang, elle l'aurait tuée rien que pour garder la face. Mais sous ce vernis d'objectivité, Poirot sent le parfum rance d'un amour raté. Philippe aimait Caroline. Elle l'a repoussé. Et ce genre d'humiliation, ça se digère mal. Alors il enrobe sa rancune dans un récit à charge. Meredith Blake, son frère, un botaniste raté, collectionneur d'herbes et de regrets. C'est lui qui conservait dans son laboratoire la fiole de conine fatale. Naïf, distrait ou lâche, il n'a jamais imaginé que ce poison pouvait servir ailleurs que dans ses flacons. Il dit « Je l'avais sorti pour montrer ma collection. Je n'ai pas pensé. » Pas pensé? Peut-être. Mais cette négligence pèse lourd dans le cercueil d'Amias. Elsa Greer, la muse. À l'époque, à peine 20 ans. Belle, provocante, arrogante. Elle pose pour Amias et croit déjà que l'avenir lui appartient. Elle se vante encore 16 ans plus tard. J'étais la femme qu'il aimait vraiment. Caroline n'était qu'un obstacle. Un obstacle? C'est ainsi qu'elle voyait l'épouse légitime. Et les obstacles, on les écarte. Elsa est passionnée, oui, mais d'une passion qui rime avec destruction. Cecilia Williams, la gouvernante. Un dragon en jupe longue. La morale incarnée, l'aigreur vissée aux lèvres. Son récit est précis, ordonné, mais saturé de jugement. Pour elle, Caroline était faible, coupable de ne pas tenir son rôle de femme respectable. Elle note chaque détail, mais transforme chaque fait en reproche. Une mémoire qui ressemble plus à un tribunal intérieur qu'à un journal. Angela Warren, la demi-sœur de Caroline. Borgne, marquée par un accident d'enfance, un projectile lancé par Caroline l'a défigurée. Ironique, acide, lucide. Son témoignage? Amias était brutal. Il peignait Elsa comme on dévore un plat, et Caroline se rongeait de jalousie. Angela observe, tranche. Mais sa rancune colore chaque phrase. C'est peut-être elle la plus proche de la vérité, mais aussi la plus marquée par son passé. Atmosphère. 5 voix. 5 versions. Et nous, lecteurs, spectateurs, on est coincés entre elles. Ce n'est pas un jardin anglais qu'on traverse, c'est un champ miné. Chaque souvenir est un pas qui peut exploser. Christie construit son roman comme une mosaïque. Chaque pièce est une vision déformée, par l'amour, par la haine, par la jalousie, par le remords. Et Poirot, ce vieux maniaque, écoute. Il ne juge pas encore. Il classe. 5 petits cochons. 5 suspects. 5 récits. Et la vérité, coincée quelque part entre leurs mensonges involontaires. Voilà la filature, mes amis. Pas de poursuite dans une ruelle sombre. Pas de revolver fumant. Ici, l'action se passe dans les têtes, dans les souvenirs, dans la mémoire tordue par 16 ans de silence. Interrogatoire. 5 suspects. 5 versions. Et Poirot, le prêtre moustachu, les écoute un par un.
À travers leurs récits, ce n'est pas seulement un crime qu'on entend, mais 16 ans de rancune, de blessures, de jalousie. Philip Blake, le financier amer. Lui, il parle comme on fait ses comptes, sec, froid, sans virgule, inutile. Sa version, un acte de jalousie. Caroline, dit-il, était une femme emportée, possessive. Il lâche, elle avait une passion maladive pour Amias. Si elle pensait qu'il lui échappait, elle était capable de tout. Voilà pour la façade. Mais ce que Poirot entend, ce sont les trous dans son discours. Un détail, Philippe décrit Caroline comme instable, mais dans le même souffle, il reconnaît qu'elle restait digne, qu'elle ne criait jamais. Contradiction flagrante. Un autre, il affirme n'avoir jamais douté de sa culpabilité. Et pourtant, il revient 16 ans plus tard pour répéter sa version, avec un acharnement suspect. Poirot devine le nœud. Philippe aimait Caroline. Un amour rejeté, humilié. Ce genre de blessure, ça ne se cicatrise pas. Alors il l'a maquillée en mépris. Mais la rancune transpire à chaque phrase. Moi, j'ai croisé des types comme ça. Ceux qui s'habillent de mépris pour cacher un cœur en miettes. Et ça finit toujours par puer la jalousie. Meredith Blake, le botaniste en ruine. Son frère Meredith, c'est l'autre face de la pièce. Un doux rêveur, fatigué, englué dans ses plantes médicinales. Il raconte l'affaire avec un air de brume. J'avais sorti la fiole de quinine pour la montrer. Je ne pensais pas qu'elle pouvait servir à... Vous comprenez? Ces mots flottent, inachevés. Il est coupable, oui, mais pas du meurtre. Coupable de négligence, d'avoir laissé traîner une arme chimique sous le nez d'un drame conjugal. Son récit contredit celui de son frère Philippe. Meredith parle de Caroline avec plus de compassion, presque de tendresse. Mais il contredit aussi les faits. Il prétend qu'Elsa ne pouvait pas s'approcher du laboratoire, alors que d'autres témoignages prouvent le contraire. Poirot comprend. Meredith n'a pas tué Amias, mais il n'a rien fait pour l'empêcher de mourir. Et 16 ans plus tard, il se cache encore derrière sa faiblesse. Un type qui préfère regarder ses plantes pousser plutôt que d'affronter la vérité. Et croyez-moi, dans une enquête, c'est presque aussi dangereux qu'un meurtrier. Elsa Greer, la muse au venin. Elle, c'est le feu qui brûle encore 16 ans après. Quand elle parle, on entend le claquement de talons sur le marbre, la voix d'une femme habituée à séduire et à posséder. Elle dit « J'étais la femme d'Amias. Caroline ne comptait plus. Il devait finir le tableau. Et après, nous serions ensemble. » À première vue, un témoignage d'amoureuse et conduite. Mais Poirot sent l'orgueil blessé, car dans ses mots, il y a une fissure. Elle parle comme si Amias lui appartenait déjà. Or, les autres se souviennent qu'Amias, ce jour-là, lui lançait surtout des ordres secs, concentrés sur sa toile. Autre contradiction. Elsa décrit Caroline comme froide et effacée, alors que d'autres la disent nerveuse, tendue, au bord de l'explosion. Deux visions opposées, qui ment? Peut-être personne, peut-être chacun ne voit que ce qu'il veut voir. Mais Elsa, elle, avait le mobile parfait. Éliminer Caroline pour posséder Amias. Et quand Poirot la questionne, ses yeux brillent encore de cette fierté venimeuse, comme si 16 ans n'avaient rien effacé. Cecilia Williams, la gouvernante acide. Là, c'est la morale en jupon. Sa voix est tranchante comme une règle d'écolier. Elle décrit la journée avec précision, mais en glissant des jugements à chaque phrase. Elle dit « J'ai vu Madame Kral fumer nerveusement, le regard fixé sur son mari. J'ai pensé, voilà une femme au bord du gouffre. » Un constat? Non. Un verdict. Cecilia Williams transforme ses observations en accusations. Elle ne se contente pas de rapporter, elle condamne. Poirot remarque qu'elle exagère les gestes de Caroline, mais minimise ceux d'Amias et d'Elsa. Comme si dans son tribunal intérieur, seule la femme mariée pouvait être coupable, et jamais l'artiste volage ni la maîtresse impudique. Elle est témoin, oui, mais témoin biaisé par sa morale. Et la morale, dans une enquête, c'est un filtre aussi déformant qu'un miroir brisé. Angela Warren, l'observatrice borgne. La petite sœur de Caroline. Une gamine jadis, aujourd'hui une femme marquée par la cicatrice. Elle parle avec détachement, presque avec cruauté.
Elle dit « Amias peignait Elsa, comme s'il la possédait déjà. » Caroline fumait trop mais ne disait rien. C'était une journée tendue, lourde, une fin annoncée. Angela a l'œil, même borgne. Ses mots sont clairs, sans pathos. Mais sa rancune coule en sous-texte. Elle ne pardonnera jamais à Caroline l'accident qui l'a mutilée. Et pourtant, c'est elle qui livre les détails les plus fiables. La position d'Amias, la phrase mal interprétée, les gestes d'Elsa. Elle ne ment pas. Mais elle ne dit pas tout. Et Poirot devine que son silence vient autant de la douleur que de la lucidité. Conclusion de l'interrogatoire. 5 témoignages. 5 mémoires rongées par le temps, la rancune, l'amour, la jalousie. Et Caroline, au centre, est peinte tour à tour coupable, victime, hystérique, héroïque. Chacun la redessine à son image. Poirot, lui, ne se laisse pas embobiner. Il entend les contradictions, les omissions, les rancunes. Et il sait qu'au milieu de ce brouhaha, il y a une vérité claire. Il suffit de tendre l'oreille. Moi, j'appelle ça l'art du détective. Faire parler les silences autant que les mots. Reconstitution. Poirot n'a pas besoin d'empreintes ni d'armes encore chaudes. Ses armes, ce sont les phrases des gens, les contradictions, les petites failles. Il rassemble les morceaux comme un horloger remonte une montre, délicatement, pièce après pièce. Le détail du verre. Tout commence par un geste banal. Amias Krall, assoiffé, réclame sa bière. Caroline la lui apporte, dit-on. Elsa assure qu'elle ne l'a pas quitté des yeux. Philippe prétend que Caroline avait un air meurtrier, mais un détail cloche. Certains se souviennent que Caroline a elle-même pris un verre, qu'elle a bu tranquillement. Et qui boirait à la coupe qu'il vient d'empoisonner? Poirot se dit, Caroline savait. Elle a donné le verre à son mari, oui, mais sans avoir versé le poison. Elle a même bu devant les autres, un acte presque théâtral pour prouver son innocence. La phrase mal comprise. L'autre clé, c'est une simple réplique. Amias, concentré sur son tableau, lâche à Elsa. Finis ça ce soir, je veux que tu sois prête demain. Elsa en a tiré la conviction qu'il parlait d'elle, de leur fuite. Mais Caroline savait qu'il parlait du tableau, qu'il voulait l'achever avant de partir. Une nuance de sens. Et tout s'écroule. Car Elsa, persuadée d'avoir gagné, découvre brutalement qu'elle n'était qu'une passade, un modèle, pas une épouse. Et c'est dans cette blessure que naît le crime, le poison en libre service. Poirot note aussi la disponibilité du poison. Meredith Blake avait sorti la fiole de quinine pour montrer sa collection. Il pensait faire admirer sa science. Mais il avait laissé une arme sur la table. Elsa, impatiente, avide, a saisi l'occasion. Un peu de liquide versé dans le verre de bière. Pas besoin d'être chimiste, juste assez de rancune et de détermination. Caroline, l'innocente coupable. Alors pourquoi Caroline ne s'est-elle pas défendue? Pourquoi a-t-elle laissé le jury la condamner? Parce qu'elle croyait sa sœur Angela coupable. Elle l'avait jadis blessée, défigurée, d'un geste malheureux. Elle vivait avec cette culpabilité chevillée au corps. Alors quand Amias est tombée, Caroline a pensé, c'est elle. Angela a voulu se venger. Et elle a choisi le silence. Elle s'est laissée crucifier pour protéger une sœur qu'elle croyait meurtrière. Voilà la tragédie. Caroline est innocente du meurtre, mais coupable d'un autre crime, celui de s'être sacrifiée pour rien. Elsa, la vraie meurtrière. Poirot dévoile enfin le portrait final. Elsa Greer, devenue Lady d'Itisham, élégante, riche,
froide. C'est elle qui a versé le poison. Elle l'a fait par amour, par orgueil, par caprice. Et 16 ans plus tard, elle porte encore ce vide comme une cicatrice invisible. Quand Poirot l'affronte, elle ne pleure pas. Elle lâche seulement une réplique glaciale. « C'est moi qui suis morte ce jour-là, pas Caroline. » Une confession qui n'en est pas une, un aveu de ruine intérieure, une vérité amère. Alors Poirot rend la vérité à Carla. Il lui dit « Ta mère n'était pas une meurtrière. Elle est morte innocente. Mais cette vérité ne ramène personne. Amias reste un cadavre au soleil. Caroline reste une prisonnière morte derrière ses murs. Angela reste marquée à vie. Et Elsa, la meurtrière, continue de vivre, mais dans une cage invisible faite de remords et de rancune. C'est une victoire. Peut-être. Mais une victoire amère. Pas de menottes, pas de tribunal. Juste la lumière blafarde d'une vérité trop tardive. Et ça, c'est la signature de ce roman. Pas un triomphe éclatant. Pas une fin rassurante. Une vérité qui libère un nom, mais qui laisse toutes les cicatrices ouvertes. Bouclage. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce dossier? On le range. Pas dans un tiroir à double tour, non. On le garde à portée de main, avec une étiquette rouge, à ne pas oublier. Parce que 5 petits cochons, ce n'est pas un simple casse-tête à la Christie. C'est une autopsie de la mémoire, une leçon de psychologie. Et, soyons clairs, un des bijoux les mieux taillés de son coffre. La réception critique. Quand le roman sort, en 1942 aux États-Unis, puis en 1943 au Royaume-Uni, les critiques saluent unanimement l'adresse de l'auteur. Le Times Literary Supplement parle d'une « réponse brillante à l'énigme ». The Observer écrit qu'avec ce livre, Christie signe « un Poirot de la grande époque ». Et The Guardian conclut qu'elle « ne déçoit jamais », ajoutant que l'indice final est parfaitement satisfaisant. Pas mal, pour une autrice qu'on accusait parfois d'écrire à la chaîne. Elle démontre ici qu'après plus de 20 romans, elle pouvait encore surprendre, en changeant la règle du jeu. Les regards modernes vont plus loin. Robert Barnard, critique féroce de la littérature policière, ose dire que c'est peut-être le meilleur Christie de tous. Charles Osborne, biographe de la reine du crime, souligne la force émotive du dénouement, ce qui est rare chez elle. Parce que oui, ici, le lecteur n'a pas seulement la satisfaction d'un puzzle résolu, il a le cœur serré. Et c'est ça, la marque des grands, vous donnez à la fois la logique et la tragédie, les adaptations. Un roman de cette trempe, ça finit forcément par voyager, et 5 petits cochons n'y a pas échappé. Au théâtre, en 1960, Christie elle-même adapte son livre sous le titre Go Back for Murder. Et là, coup de théâtre, elle vire Poirot. Exil à moustache. Place à un jeune avocat, Justin Fogg. Pourquoi? Parce qu'elle en avait marre de son petit belge et qu'elle voulait recentrer sur Carla et sa quête. Résultat, une pièce honnête, mais qui n'a tenu que 37 représentations. Un flop relatif, mais un document intéressant sur la lassitude de l'auteur. À la télévision, en 2003, ITV sort une adaptation magistrale avec David Suchet. Réalisée par Paul Unwin, c'est l'un des épisodes les plus sombres et les plus poignants de toute la série. Rachel Stirling campe une Caroline bouleversante, Julie Cox incarne une Elsa glaciale, et Suchet, fidèle à lui-même, apporte toute sa gravité. Le scénario prend des libertés. Caroline est exécutée au lieu de mourir en prison. Philip Blake est amoureux d'Amias et non de Caroline. Mais le cœur reste le même. Et la photographie, tout en flashback stylisé, renforce cette idée de mémoire fragmentée. Résultat, un des épisodes préférés des fans de Suchet. À la radio, en 1994, la BBC produit un feuilleton de 90 minutes avec John Moffat en Poirot.
Version sobre, fidèle, respectueuse du texte. Pas de décor, pas d'image. Juste les voix. Et ça fonctionne. Parce que ce roman est avant tout une affaire de paroles, de témoignages. En bande dessinée, enfin, les Français s'y mettent en 2009. David Charrier au dessin, Michel Ogriafa au scénario, chez Emmanuel Proust éditeur. Style semi-réaliste, couleurs sombres, palette de tons sépia pour les flashbacks. La BD prend quelques libertés mais garde la mécanique des 5 témoignages, chacun avec une ambiance graphique différente. Et c'est une réussite. Preuve que même sans Poirot en chair et en os, le roman respire par sa structure. Et je pourrais ajouter que même la série française Les Petits Meurtres d'Agatha Christie s'est amusée à en faire une version libre en 2011. Là, c'est carrément une autre histoire, où Caroline sort innocente et vivante. Mais ça montre une chose. Quand une intrigue supporte autant de variations, c'est qu'elle a une ossature solide. La place dans l'œuvre de Christie. Alors, où classer ce roman dans la galaxie Christie? Pour moi, c'est un jalon. Un moment où elle quitte le terrain de jeu des salons cosy pour s'aventurer dans quelque chose de plus grave, presque tragique. Avant lui, elle a écrit Sad Cypress, 1940, déjà plus émouvant que la moyenne. Après lui, elle reviendra à des intrigues plus classiques. Mais 5 petits cochons restent une pierre angulaire, preuve que Christie pouvait, quand elle voulait, écrire un roman aussi psychologique qu'un Simenon, aussi amer qu'un Manchette avant l'heure. C'est aussi un roman charnière pour Poirot. Il n'y court plus les rues, il n'observe plus les indices matériels. Il enquête dans les têtes, dans la mémoire. Et ça, c'est une évolution. Le détective devient presque psychanalyste. Et je vais vous dire, c'est peut-être pour ça que ce livre reste si marquant. Parce qu'il ne nous donne pas seulement un coupable. Il nous donne à voir les dégâts du temps, les cicatrices de la mémoire, la tragédie des sacrifices inutiles. Conclusion du bouclage. Alors, on le classe comment, ce roman? Moi, je dirais, entre le chef-d'œuvre classique et le coup de maître inattendu. Un Christie qui dépasse sa réputation de simple horlogère du crime pour toucher à quelque chose de plus sombre, de plus humain. Et vous savez quoi? Quand un roman policier vous laisse non seulement satisfait mais aussi mélancolique, c'est qu'il a franchi la frontière entre le jeu et la littérature. Conclusion. Voilà, le dossier. 5 petits cochons est refermé. Pas classé, pas oublié. Juste refermé, comme on rabat le couvercle d'une vieille boîte en fer qui traîne au grenier. Dedans, il reste l'odeur du poison, les regrets d'une femme innocente et les rancunes de 5 témoins qui n'ont jamais cessé de ruminer. Poirot a remis les pendules à l'heure. Il a prouvé que Caroline n'était pas coupable. Mais la vérité, servie avec 16 ans de retard, ça a le goût d'un whisky éventé. Ça réchauffe un peu, ça brûle la gorge. Mais ça ne ramène pas les morts. Agatha Christie, dans ce livre, a joué une partition plus grave que d'habitude. Elle nous a offert un de ses crus les plus amers. Pas un cocktail mondain avec petites bulles de champagne, mais un shot de conine dilué dans de la mémoire. Et croyez-moi, ça se boit d'un trait, mais on n'en sort pas indemne. Moi, j'éteins la lampe et je ferme ce dossier. Mais vous savez où me trouver. Dans ce bureau qui sent la fumée froide, au milieu des vieilles affaires jaunies, là où les fantômes viennent frapper quand la pluie cogne aux vitres. Au prochain rendez-vous, on change de trottoir. On quitte l'arène du crime pour filer dans les ruelles du cinéma et ce sera pour mercredi prochain. Un film noir français sorti en 1947. Des ombres épaisses, des dialogues qui claquent et une France d'après-guerre qui se reflète dans la pellicule. Ça, ce sera pour Bobard, sur bobine. Mais ça, mes amis, c'est une autre histoire. En attendant, gardez vos verres pleins, mais surveillez bien ce qu'on y verse. On ne sait jamais quel petit cochon a la main sur la bouteille. C'était Mike Rétro, pour Chronique Noire. Partagez, abonnez-vous, et surtout, ne manquez pas le prochain rendez-vous pour un autre roman de la Reine du Crime dans Chronique Noire, dans 15 jours.